Une terre plus vaste que la Belgique, les Pays-Bas et la Suisse réunis, et pas une seule rivière. Au milieu de cette plaine sèche, une masse de pierre qui écrit l'heure avec de l'ombre, 9 mois par an. Comment un peuple sans métal, sans roues et sans lunettes astronomiques a-t-il enfermé une année entière dans une montagne de calcaire? Et comment cette horloge de pierre peut-elle rester juste 1000 ans plus tard? Chichen Itza. La réponse est plus ancienne et plus profonde qu'un chantier de bâtisseur. Elle commence sous le sol, dans une terre où l'eau est entièrement cachée. Il faut d'abord se représenter le vide. La péninsule du Yucatan est immense et l'on peut la traverser d'est en ouest sur des centaines de kilomètres sans franchir un seul pont. Pas de fleuve, pas de rivière, pas même un ruisseau saisonnier digne de ce nom. Sur les cartes hydrographiques du nord de la péninsule, le réseau bleu qui strie d'ordinaire les continents s'interrompt et ne reprend qu'à la mer. Et pourtant, chaque année, plus de 2 millions de personnes convergent vers le centre de cette terre sèche pour regarder un bâtiment. La cause de cette absence tient en un mot, le calcaire. Toute la région est un ancien fond marin soulevé. Une plateforme de roches sédimentaires, poreuse, fissurée, épaisse de plusieurs centaines de mètres et de plus d'1 kilomètre par endroit. Quand la pluie tombe, et elle tombe en abondance pendant la saison humide, elle ne ruisselle pas, elle disparaît. Elle s'infiltre en quelques heures et poursuit sa course en profondeur, dans un réseau de galeries noyées qui court sous la forêt comme un appareil circulatoire. Le Yucatan possède bel et bien des rivières, elles coulent simplement sous les pieds de ceux qui les cherchent. Le sol, ici, ment. Il a l'apparence de la terre et la dureté d'une dalle. Sous quelques centimètres d'humus rougeâtre, la semelle bute contre la roche nue, claire, presque blanche à midi, qui renvoie la chaleur en plein visage. Le pas sonne creux. On ne marche pas sur un terrain, on marche sur un toit. Ce toit s'effondre. Lorsque la voûte d'une galerie souterraine cède, elle ouvre dans le paysage un puits vertical aux parois lisses, au fond duquel dort l'eau. Les Mayas désignaient ces ouvertures par un mot de leur langue que les Espagnols ont transformé en cénote. Ces gouffres constituent la seule eau visible du nord de la péninsule, et l'on en compte plusieurs milliers. Leur répartition n'est pas uniforme, et c'est là que la géologie prend un tour inattendu. Vue d'avion, dans la partie occidentale de la péninsule, les cénotes s'ordonnent en un arc d'une régularité troublante, une courbe longue de plus de 200 kilomètres. Cet alignement a d'abord intrigué les géologues, puis les a convaincus. Il épouse le rebord d'un cratère enfoui sous près d'1 kilomètre de sédiments. Le cratère de Chicxulub. L'impact, qu'il y a 66 millions d'années, a fracturé la croûte terrestre à cet endroit précis et refermé le chapitre des grands dinosaures. La roche brisée par le choc s'est dissoute plus vite que le reste, et l'eau douce du Yucatan est, pour une part, l'héritage direct d'une catastrophe planétaire. Chichen Itza ne se dresse pas sur cet arc qui court plus à l'ouest, mais le principe vaut pour toute la plateforme et il commande tout le reste. Ici, l'eau ne se décide pas, elle se trouve. Ce qui rend le choix du lieu difficile à expliquer. Des milliers de puits naturels percent le nord de la péninsule. Des centaines sont plus vastes, plus profonds, plus commodes d'accès que ceux de Chichen Itza. Qu'un village s'établisse au bord d'un cénote relève de l'évidence. Mais une capitale de 35 000 habitants, la plus grande ville du Nord Maya, une cité dont le rayonnement finira par atteindre des régions situées à plus de 1000 kilomètres de là, cela ne se déduit pas d'un trou dans le calcaire. Le sous-sol explique qu'une population puisse vivre au Yucatan. Il n'explique pas qu'elle se soit concentrée précisément ici. Les premiers occupants s'installent tôt, autour du 5e et du 6e siècle de notre ère. Ce sont des groupes mayas qui connaissent déjà la culture du maïs, la chaux, la construction en pierre sèche et en mortier. Ils s'établissent entre deux ouvertures majeures du sous-sol, distantes de quelques centaines de mètres. 3 siècles plus tard, à l'emplacement de ce hameau, se dressera un centre cérémoniel dont l'écho traversera la Mésoamérique entière. Le nom de la ville dit exactement ce qu'elle est. Chichen Itza, à la bouche du puits des Itza. Pas la ville du serpent, pas la ville du soleil, pas la ville du roi, la ville du puits.
Et cette ville a fait de l'eau une affaire d'ingénieur. Puisque rien ne coule en surface, on stocke. Sous les places et les cours domestiques, les Mayas creusent dans la roche des citernes en forme de bouteilles, au col étroit, à la panse large, que l'on appelle chultun. Les parois sont enduites de chaux obtenus en brûlant le calcaire même que l'on vient d'extraire, ce qui rend le réservoir étanche. Autour de l'ouverture, la surface rocheuse est nivelée et légèrement inclinée pour rabattre l'averse vers le goulot. Chaque maison devient ainsi un bassin versant miniature. Rien de tout cela n'a l'éclat d'un temple, et tout cela conditionne l'existence même du temple. Le grand puits du Nord, lui, ne sert jamais à boire. On y accède par une chaussée surélevée et pavée de 300 mètres qui part du cœur de la cité et se termine net sur le vide. La bouche est presque circulaire, large d'une soixantaine de mètres. Les parois tombent à la verticale, veinées de racines et de calcaire délité. L'eau attend une vingtaine de mètres plus bas, immobile, opaque, d'un vert profond que le soleil n'entame pas. Le bruit s'y comporte étrangement. Les voix se referment, les oiseaux se taisent, et il monte du gouffre un air plus frais que celui de la plaine. On ne s'y penche pas longtemps. L'eau domestique venait d'ailleurs, d'un second cénote, plus modeste, situé au sud du centre monumental. La ville disposait donc de 2 puits et leur avait assigné 2 fonctions rigoureusement distinctes. L'un pour vivre, l'autre pour offrir. Cette séparation rare et délibérée est le premier indice sérieux du choix du lieu, car le reste suit. Le site occupe une position charnière entre les salines de la côte septentrionale, les plus productives de toute la Mésoamérique, et les terres de l'intérieur qui en réclamaient le sel. Qui contrôle ce passage contrôle une ressource sans substitut. À cet avantage matériel s'ajoute un avantage d'une autre nature. Un gouffre déjà réputé, vers lequel on venait de loin déposer des offrandes. Les pèlerins apportent des objets, les objets appellent des marchands, les marchands consolident la route. La convergence est là et elle est triple. De l'eau pour vivre, un carrefour pour s'enrichir, un puits sacré pour attirer les hommes. Reste la contrainte que rien ne compense. Une cité privée de rivière dépend entièrement du rythme des pluies. Un retard de 3 semaines dans l'arrivée de la saison humide et le maïs semé trop tôt grille sur pied. Un semis trop tardif et la récolte manque la fin des pluies. Sur une plateforme calcaire où l'eau file entre les doigts, la marge d'erreur du calendrier agricole se compte en jours. Il fallait donc savoir. Savoir précisément où l'on se tenait dans l'année, et le savoir sans instrument, sans horloge, sans aucun appareil de mesure. Les hommes qui, plus tard, enfermeront une année entière dans une montagne de pierres n'ont pas commencé par regarder le ciel. Ils ont commencé par compter les pluies. À l'équinoxe de printemps, vers 4 heures de l'après-midi, l'esplanade septentrionale de Chichen Itza cesse d'être un site archéologique. 50 000 personnes s'y massent, épaule contre épaule, le regard fixé sur une arête de pierre. Les guides se taisent. Les conversations tombent d'un coup, comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Pendant 1 heure, la foule la plus dense du Yucatan observe une chose qui n'existe pas encore. Ce qu'elle attend n'est pas un objet, c'est une absence de lumière. Le mécanisme est d'une simplicité qui déconcerte. À mesure que le soleil descend vers l'ouest, l'angle nord-ouest de la pyramide projette son ombre sur la balustrade qui borde l'escalier nord, ce large bandeau incliné qui accompagne les marches de haut en bas. Les 9 corps étagés de l'édifice ne présentent pas une pente lisse, mais une succession de ressauts, ces décrochements horizontaux qui font saillie à chaque niveau, et chaque ressaut découpe dans l'ombre un coin de lumière. Ces coins apparaissent l'un après l'autre, du haut vers le bas, 7 triangles clairs alignés le long d'une bande sombre. À la base de la balustrade, les bâtisseurs ont sculpté une tête de serpent, gueule ouverte, écailles marquées, tournée vers l'esplanade. Les 7 triangles s'y raccordent. Le corps rejoint la tête. Un reptile plus long qu'un autobus articulé se déploie sur la pierre et paraît glisser vers le sol. L'air, à cette heure, s'adoucit d'un seul coup.
Le calcaire blanc, qui a renvoyé la chaleur toute la journée, commence à la rendre lentement, et l'on sent la différence de température entre le visage encore exposé et les jambes déjà prises dans l'ombre de la foule. Le silence n'est pas un silence, c'est le bruit de milliers de respirations retenues. Voilà le spectacle. Et voilà depuis des décennies l'objection. Car l'ombre ne se conforme pas à la légende. Elle apparaît aussi la veille, aussi le lendemain, aussi 3 jours plus tôt et 3 jours plus tard, à peine différentes. Des archéo-astronomes l'ont souligné avec constance. Si l'édifice avait été calculé pour marquer un jour précis, il le marquerait sans ambiguïté, et le phénomène ne s'étalerait pas ainsi. Plusieurs spécialistes en ont conclu que l'effet était une coïncidence heureuse, amplifiée par le tourisme et par des publications relativement récentes. L'argument était sérieux. Il portait un coup direct au récit. Il a fallu attendre une étude publiée cette année dans une grande revue archéologique mexicaine, menée par 4 archéoastronomes de l'Institut national d'anthropologie et de l'Université nationale, pour comprendre que l'objection reposait sur une erreur de cadrage. Les chercheurs n'ont pas observé la pyramide 2 jours par an, ils l'ont observée tous les jours pendant des années. Le résultat renverse entièrement le tableau. Le premier éclat de lumière apparaît sur la balustrade autour du 12 février. Il est faible, incomplet et ne dure que quelques minutes. Le 4 mars, 5 triangles se dessinent en fin d'après-midi. Le 15 mars, ils sont 7 et ils tiennent jusqu'au coucher du soleil. Le 26 mars, un 8e apparaît. Or, l'équinoxe astronomique tombe exactement au milieu de cette fenêtre à 7 triangles. 5 jours après sa formation, 5 jours avant sa rupture. La configuration n'est pas censée désigner un instant, elle est censée l'encadrer. Et l'affichage ne s'arrête pas là. Le 9 avril, les 9 triangles sont formés, un par corps étagé. Ils s'élargissent semaine après semaine jusqu'au 24 mai, date du premier passage du Soleil au zénith de Chichen Itza, où la balustrade entière se retrouve baignée de lumière. Cet embrasement se maintient à travers le solstice d'été et s'achève le 19 juillet au second passage zénithal. Les triangles se reforment alors en sens inverse, redeviennent complets le 2 septembre, se réduisent à mesure que l'équinoxe d'automne approche, et les dernières lueurs s'éteignent autour du 29 octobre. La balustrade demeure ensuite dans l'ombre pendant 52 jours avant le solstice d'hiver, et 52 jours après, jusqu'à ce que le cycle reprenne le 12 février. 52. Le nombre d'années du cycle calendaire mésoaméricain inscrit dans du vide et de l'obscurité. Le reste de l'arithmétique tient du vertige. Entre un passage zénithal et l'équinoxe, il s'écoule 63 jours. Entre l'équinoxe et le solstice, 28. Leur somme donne 91, soit précisément le nombre de marches de chacun des 4 escaliers. 4 fois 91, plus la plateforme sommitale qui fait office de dernière marche, donne 365. 63 se décompose en 7 multiplié par 9. 91 en 7 multiplié par 13. 7 comme les triangles de l'équinoxe, 9 comme les corps de la pyramide et les niveaux du monde souterrain, 13 comme les ciels superposés de la cosmologie maya. Sur les faces de l'édifice, les archéologues ont par ailleurs dénombré 52 panneaux plats, et les 9 terrasses, coupées par les escaliers, produisent 18 segments, autant que de mois de 20 jours dans l'année maya. Rien de tout cela ne relève du symbole décoratif. Ce sont des rapports opérationnels. La pyramide ne représente pas le calendrier, elle l'exécute. Ce basculement mérite un pouce levé, car il ne modifie pas un détail, il modifie la nature même de l'édifice. Et il retourne l'objection en preuve. L'ombre déborde des jours d'équinoxe parce qu'elle n'a jamais eu pour fonction de désigner un jour. Un observateur qui ne connaîtrait de l'année que la date de l'équinoxe aurait besoin d'un signal ponctuel. Un observateur qui construit une horloge a besoin au contraire d'une progression continue, lisible à chaque étape, où chaque configuration correspond à une position déterminée dans le cycle solaire.
Le prêtre astronome de Chichen Itza n'avait pas à guetter un éclair de lumière une fois l'an. Il lui suffisait de venir sur l'esplanade, de compter les triangles et de savoir où l'année se trouvait. Vue de cette manière, la façade nord n'est plus un décor. C'est un cadran de 30 mètres de haut, gradué en 9 divisions, dont l'aiguille est le soleil lui-même et dont le fond est fait d'ombre. Il reste sur la marche la plus basse, à hauteur de main, la tête de serpent taillée dans le calcaire. Les narines sont creusées, les crocs marqués, la gueule ouverte vers le nord. La pierre y est douce, polie par des siècles de paume et de pluie. Elle est le seul élément fixe de tout le dispositif, le point où la mécanique céleste vient se poser sur quelque chose de sculpté. Tout le reste est mobile, immatériel et rigoureusement à l'heure. Une pyramide n'est pas un monument, c'est un instrument. À quelques centaines de mètres au sud de la grande esplanade se dresse un bâtiment qui n'a pas la forme des autres. Il est rond. Dans une cité entièrement bâtie de volumes rectangulaires, de terrasses et d'angles droits, cette tour cylindrique posée sur deux plateformes superposées constitue une anomalie visible de loin. Les Espagnols l'ont surnommé le caracol, l'escargot, à cause de l'escalier en spirale qui grimpe dans son épaisseur. À l'intérieur, le couloir hélicoïdal est étroit au point d'obliger à tourner les épaules. La pierre y est froide sous la paume, et la lumière du jour disparaît au bout de 3 marches. Le bruit des pas se replie sur lui-même et revient décalé, comme s'il montait derrière soi. Puis la chambre supérieure s'ouvre et l'on découvre ce qui rend l'édifice inhabituel. Des ouvertures percées dans l'épaisseur du mur, des embrasures profondes de plus d'1 mètre qui ne servent ni à éclairer ni à ventiler. Elles cadrent chacune une bande étroite d'horizon, comme le viseur d'un appareil. Longtemps, ces fenêtres ont paru pointer vers rien. Elles pointent vers Vénus, vers ses positions extrêmes au nord et au sud, vers les points où la planète se lève et se couche aux limites de sa course. D'autres embrasures cadrent le coucher du soleil aux équinoxes. Le bâtiment rond n'est pas une fantaisie architecturale, c'est un poste d'observation. Et sa forme circulaire s'explique par la nécessité d'ouvrir des lignes de visée dans plusieurs directions à partir d'un même point fixe. Reste le plus difficile. Ces lignes de visée ne mesurent rien par elles-mêmes. Une fenêtre indique une direction, pas une durée. Or, la civilisation qui a construit cette tour maniait une longueur d'année solaire d'une exactitude que l'Europe médiévale n'atteignait pas, et le faisait sans horloge, sans lunettes, sans instruments gradués d'aucune sorte. Le système reposait sur 2 comptes menés en parallèle. Le premier, appelé Tzolk'in, associait 20 noms de jours à 13 numéros, ce qui produisait un cycle de 260 journées. Il ne correspondait à aucun phénomène astronomique et servait au rituel, à la divination, à la désignation des nouveau-nés. Le second, le Ab, découpait l'année en 18 mois de 20 jours, suivi d'une courte période de 5 journées réputées défavorables, soit 365 au total. Les 2 comptes tournaient ensemble comme 2 roues dentées de tailles différentes. Une combinaison donnée de Tzolk'in et de Ab ne se reproduisait qu'au bout de 18 980 jours, c'est-à-dire 52 années. C'est ce cycle que l'on nomme le cycle calendaire, et c'est lui que les bâtisseurs ont enfermé dans les panneaux et dans les intervalles d'ombre de la pyramide. Par-dessus ces 2 roues, les Mayas maniaient un 3e outil, autrement puissant, le compte long. Il ne s'agissait plus d'un cycle, mais d'une numération continue à partir d'une date de départ fixe, permettant de situer n'importe quel événement à un jour près sur des milliers d'années. Ce système exigeait un signe pour marquer la position vide, un signe pour le 0. Les scribes mayas en disposaient et l'écrivaient sous la forme d'une coquille stylisée, à une époque où ce concept ne circulait pas encore en Europe. Ce qu'il fallait, ensuite, ce n'était pas de la finesse instrumentale, c'était de la patience. La méthode consistait à noter, jour après jour, le point de l'horizon où le soleil se levait. Ce point se déplace tout au long de l'année, atteint une position extrême, s'arrête, revient. Un observateur posté au même endroit et alignant une visée fixe sur un repère lointain enregistre ce va-et-vient.
Une seule année d'observation donne un résultat grossier. 100 années d'observation, consignées par écrit et transmises, donnent une valeur très fine. Il suffit de diviser le nombre total de jours écoulés par le nombre de cycles observés. Aucune mesure isolée n'a besoin d'être précise, c'est l'accumulation qui produit la précision. Personne n'a mesuré cette année-là, on l'a comptée, génération après génération. Le même principe explique la maîtrise de Vénus, qui posait un problème redoutable. La planète accomplit son cycle apparent en un peu moins de 584 jours. Les tables mayas retenaient 584 exactement, ce qui introduisait une dérive lente. Les scribes l'avaient repéré et avaient prévu des corrections périodiques, retranchant un certain nombre de jours à intervalles définis pour ramener la table sur le ciel réel. Une horlogerie de papier révisable avec sa procédure de rattrapage. Ces tables ont survécu. Elles occupent plusieurs pages d'un livre de fibres végétales enduites de chaux, plié en accordéon, l'un des 3 ou 4 manuscrits mayas rescapés des autodafés du XVIe siècle, aujourd'hui conservés en Allemagne. Le reste a brûlé. Ce qui rend le déchiffrement de cette civilisation comparable, dans son déroulement, à l'aventure égyptienne. Comme les hiéroglyphes du Nil, l'écriture maya a longtemps résisté. Comme pour l'Égypte, la clé est venue d'un document rédigé par un tiers. Un religieux espagnol du XVIe siècle avait tenté de dresser un alphabet maya en demandant à un informateur de tracer le signe correspondant à chaque lettre castillane. Le résultat parut d'abord absurde, puisque l'écriture maya ne fonctionne pas par lettres, mais par syllabes. Il fallut des décennies pour comprendre que le document n'était pas faux, mais mal interprété, et qu'il contenait un tableau syllabique exploitable. La comparaison avec Champollion s'impose d'elle-même. Dans les deux cas, une pièce jugée sans valeur s'est révélée être la serrure. Restait à traduire ce savoir en architecture. Compter les jours dans un livre est une opération de scribe. Les inscrire dans un volume de pierre de 55 mètres de côté est une opération d'un tout autre ordre. Elle suppose d'orienter la masse entière selon des azimuts déterminés à l'avance, de fixer la pente des faces, la hauteur des corps, la profondeur des ressauts, et de le faire avant la première pierre posée, sans possibilité de rectifier après coup. L'observatoire rond regardait le ciel. La pyramide, elle, devait le contenir. Dans toute la cité, on n'a jamais trouvé un seul ciseau de métal. Ni burin de bronze, ni pointe de fer, ni scie, ni pince. Les outils qui ont façonné les millions de blocs de Chichen Itza étaient en pierre dure, en bois, en os et en corde. Aucune roue n'a servi au transport. Aucun animal de trait n'existait sur ce continent. Tout ce qui s'élève ici est monté à dos d'homme par des rampes de terre battue et des cordages en fibres d'agave. Cette contrainte, qui paraît écrasante, se retourne dès que l'on comprend la matière première. Le calcaire du Yucatan possède une propriété que les bâtisseurs ont exploitée sans relâche. Fraîchement extrait, saturé de l'humidité de la carrière, il se travaille avec une facilité surprenante. On l'entaille, on le régularise, on le débite presque comme un bois dense. Exposé à l'air, il perd cette eau, sa surface durcit et prend une résistance qui n'a plus rien à voir avec sa docilité initiale. Toute la logique du chantier découle de là. Tailler vite, tailler près du front de taille, poser avant que la pierre ne se ferme. Les carrières se trouvaient sur place, à quelques centaines de mètres. La ville s'est bâtie avec la ville, en creusant le sol qui la porte. La structure interne, elle, n'a rien d'un empilement de blocs massifs. Une pyramide maya se compose d'un noyau de moellons, d'éclats de taille et de terre, contenus par des murets de retenue et compactés au fur et à mesure de l'élévation. Ce noyau représente l'essentiel du volume. Ce n'est que par-dessus qu'on applique le parement, des dalles ajustées et dressées qui donnent à l'ensemble sa géométrie visible. La pyramide est une masse de remblai habillée de précision. Le liant vient lui aussi du sol. En chauffant du calcaire dans des fours à ciel ouvert alimentés au bois, on obtient de la chaux vive, que l'on éteint et que l'on mélange à un sable calcaire local. Ce mortier scelle les parements,
comble les joints et fournit l'enduit qui recouvrait autrefois l'intégralité de l'édifice. Car la pyramide grise que l'on photographie aujourd'hui est un squelette. À l'origine, elle était lisse, blanche et par endroits peinte de rouge vif. Sous le soleil de midi, elle devait être insoutenable au regard. Le résultat mesure 55 mètres et demi de côté à la base et une trentaine de mètres de haut avec le sanctuaire sommital. 9 corps étagés, 4 escaliers, une orientation calculée. Et une exigence qu'aucun outil ne pouvait rattraper. La pente des faces et la hauteur des ressauts devaient être fixées avant la construction, puisque c'est de ces deux valeurs que dépend le dessin de l'ombre. Une erreur d'un degré sur l'azimut, quelques centimètres d'écart cumulés sur la hauteur des corps, et les triangles ne se seraient jamais alignés. Un mot d'honnêteté s'impose ici. Ce que voit le visiteur du côté nord a été relevé et remonté dans les années 20 et 30 du XXe siècle au cours d'une campagne de restauration considérable. Les archéologues ont travaillé à partir des éléments effondrés retrouvés au pied de l'édifice, mais il s'agit bien d'une reconstitution. La face sud, elle, a été laissée dans son état de ruine. La différence saute aux yeux. D'un côté, une arête nette, de l'autre, un talus de pierres descellées envahi de végétation. Les deux faces disent la même vérité par des moyens opposés. Cette précision compte car elle pèsera sur ce qui suit. Reste une bizarrerie que la restauration n'a pas inventée car elle se retrouve dans les parties intactes. Les marches de cet escalier sont anormales. Le giron, la surface où se pose le pied, est étroit au point que le talon dépasse dans le vide. La contre-marche, la hauteur à franchir, est au contraire très élevée. Monter oblige à se pencher en avant et à céder des mains. Descendre exige de se placer de biais. Aucun escalier n'est agréable à Chichen Itza, mais celui-là est franchement inconfortable. L'explication traditionnelle invoquait la stature des Mayas, peuple de petite taille aux pieds courts. L'argument se défait aussitôt qu'on l'examine. Une petite stature prédirait des contre-marches basses, pas hautes. Et surtout, d'autres bâtiments de la même cité, construits par les mêmes équipes, présentent des girons bien plus larges. La proportion de cet escalier-là est un choix, non une habitude. En 1998, un ingénieur acousticien américain proposa une autre lecture, après avoir constaté un phénomène que des milliers de visiteurs vérifient chaque jour. Il suffit de se placer face au bas de l'escalier nord, à une dizaine de mètres, et de frapper une fois dans ses mains. Le retour n'est pas un écho. C'est un sifflement, bref, métallique, qui démarre haut et chute en glissant, un son que l'on associe spontanément à un cri d'oiseau. Les habitués y reconnaissent le timbre du quetzal, l'oiseau au long plumage vert que les Mayas tenaient pour sacré. Le phénomène se reproduit à volonté, par tout temps, quelle que soit l'heure. Une équipe de l'université de Gand en a publié l'analyse physique au début des années 2000. Le mécanisme relève de la diffraction. Chaque marche renvoie une part du son, mais chaque marche est plus éloignée que la précédente, si bien que les échos successifs arrivent avec un retard croissant. L'oreille ne perçoit pas des impulsions séparées, elle perçoit une fréquence qui s'effondre, une descente d'environ une octave en une fraction de seconde. L'escalier fonctionne comme un réseau optique appliqué au son. Et la fréquence obtenue dépend directement de deux paramètres, la profondeur du giron et la hauteur de la contre-marche. Les mêmes chercheurs ont expliqué un second effet, plus troublant encore. Une personne assise au bas de l'escalier n'entend pas les pas de ceux qui montent au-dessus d'elle comme des pas. Elle entend des gouttes tombant dans un seau d'eau. Le son rase la surface étagée et se déforme de la même manière. L'hypothèse acoustique affirme donc que les proportions étranges des marches ne sont pas un défaut d'ergonomie, mais un accordage. Elle demeure une hypothèse, et il faut le dire nettement, aucun texte, aucun plan, aucun témoignage ne vient l'établir. Ce que l'on peut affirmer tient en deux points. Ces proportions ne s'expliquent pas par le confort. Et l'effet, lui, existe, mesurable, reproductible, indifférent au siècle. La pierre se taille sans métal. Le ciel, lui, ne se taille pas. À l'est de la grande esplanade s'ouvre une forêt de colonnes. Elles sont plusieurs centaines, carrées, dressées en rang serré au pied d'un temple à terrasse.
Chacune est sculptée sur ses quatre faces et chacune porte un guerrier, coiffe à plumes, plastron, propulseur de saguet, sandales lacées. Aucun ne ressemble tout à fait au voisin. En fin de journée, le soleil rasant les fait projeter des bandes d'ombre parallèles qui découpent le sol en lanières régulières. Et l'on traverse cette salle sans toit comme on traverserait une troupe immobile. Au sommet du temple qui domine ce champ de piliers, une sculpture est couchée sur le dos, les genoux repliés, le buste redressé, la tête tournée à 90 degrés vers le côté. Sur son ventre, un plateau circulaire. On appelle ces figures des chakmouls. Leur regard de pierre ne se dirige jamais vers celui qui les approche, toujours ailleurs, ce qui produit un malaise dont on ne se défait pas facilement. Plus au nord, une plateforme basse porte des rangées de crânes empilés par centaines, gravés à même le parement. Ailleurs, des aigles et des jaguars tenant un cœur humain entre leurs serres. L'iconographie de cette partie de la cité est militaire, frontale, insistante. Or, rien de tout cela n'appartient au répertoire maya classique. Les piliers atlantes, les guerriers en enfilade, les figures couchées au plateau, les plateformes à crâne, les serpents à plumes dressés en colonne d'entrée, ces éléments se retrouvent, presque terme pour terme, dans une ville située à plus de 1000 kilomètres de là, au centre du Mexique, sur les hauts plateaux. Une ville d'une autre langue, d'une autre tradition, d'un autre climat. Tula, capitale que les sources aztèques postérieures associent au peuple des Toltecs. La ressemblance est le fait le plus dérangeant de Chichen Itza, et elle a été relevée très tôt. Celui qui la formule le premier est un Français. Voyageur, photographe, envoyé au Mexique avec le concours du ministère de l'Instruction publique, il parcourt le Yucatan à la fin des années 50 du 19e siècle et rapporte les premières photographies des ruines mayas, prises sur plaques de verre au collodion humide. Ces tirages, exposés à Paris puis à Londres, attirent des foules. 20 ans plus tard, il devient le premier archéologue à travailler sur le site de Toul. Il connaît donc les deux ensembles de première main, ce qui, à son époque, ne se produit chez personne d'autre. Sa conclusion est immédiate et sans nuance. Des guerriers venus du centre du Mexique ont pris Chichen Itza par les armes et y ont imposé leur dieu, leur art et le culte du serpent à plumes. Cette lecture a dominé pendant près d'un siècle. Elle a l'avantage de la clarté. Elle a aussi trois faiblesses. La première tient à la chronologie. Pour qu'une conquête toltèque explique les similitudes, il faut que Tula précède Chichen Itza. Or, les datations affinées depuis les années 90 rendent la relation moins évidente et certains chercheurs placent une partie des constructions du Yucatan avant leurs homologues du plateau central. Si l'ordre s'inverse, le sens de l'influence s'inverse avec lui. La deuxième tient à l'archéologie de terrain. Une conquête militaire laisse habituellement des traces. Niveau d'incendie, destruction systématique, remplacement brutal des matériaux et des techniques. Chichen Itza ne présente pas ce profil. La construction se poursuit, les techniques locales restent en usage, le calcaire reste le calcaire, et la voûte en encorbellement, cette couverture obtenue en faisant avancer chaque assise sur la précédente jusqu'à ce qu'elles se rejoignent, demeure celle des Mayas. La troisième tient à ce que l'on sait désormais des réseaux d'échange mésoaméricains. Un ensemble de chercheurs a proposé, à la fin des années 90, une explication qui ne fait intervenir aucune armée. Le culte du serpent à plumes se serait diffusé comme se diffusent les grandes religions marchandes, par les routes, les ports, les sanctuaires, les élites qui commercent et qui s'imitent. Le vocabulaire architectural aurait voyagé avec le culte, produisant sur des milliers de kilomètres un style international, reconnaissable partout, imposé nulle part. Le parallèle avancé est celui du gothique européen, apparu dans une région précise et repris d'un bout à l'autre du continent sans qu'aucune conquête ne l'accompagne. Une troisième position existe encore, qui accorde aux Mayas l'antériorité et fait de Tula la réceptrice autant que l'émettrice, dans un va-et-vient dont les deux extrémités se sont nourries l'une de l'autre. Aucune des trois hypothèses ne dispose aujourd'hui d'une preuve décisive. Les trois comptent des défenseurs sérieux. La ressemblance, elle, ne fait aucun doute. Ce débat a une conséquence directe sur le monument central.
Si l'édifice calendrier est l'aboutissement d'une tradition d'observation locale, il appartient de plein droit à l'astronomie maya. S'il porte la marque d'un apport extérieur, une partie de son système de référence change de main. Le bâtiment continue de compter les jours de la même manière, mais la question de savoir qui tenait le compte reste ouverte. Il existe enfin, à l'ouest de l'esplanade, un lieu où toutes ces influences se rencontrent dans un même volume. Le grand terrain de jeu de balle est le plus vaste de toute la Mésoamérique. 168 mètres sur 70 pour l'ensemble du complexe, avec une aire de jeu d'environ 96 mètres, bordée de 2 murs parallèles hauts de plus de 8 mètres. Au milieu de chaque mur, un anneau de pierre sculpté de serpents entrelacés, fixé à quelques 6 mètres du sol, à la verticale. Sur les banquettes inclinées qui courent au pied des murs, de longs reliefs représentent deux équipes se faisant face et, au centre, un joueur décapité dont le cou laisse échapper 7 serpents. La hauteur des anneaux pose un problème que les archéologues n'ont pas résolu. Envoyer une balle de caoutchouc lourde à travers un cercle vertical placé à cette hauteur, sans se servir des mains ni des pieds, relève du quasi impossible. Plusieurs spécialistes ont conclu que ce terrain n'était pas un terrain de jeu, mais une architecture d'apparat, destinée aux cérémonies et à la représentation du pouvoir. Une reproduction monumentale d'un espace de jeu réel qui se trouvait ailleurs, dans les terrains plus modestes du site. Et là encore, le bâtiment fait quelque chose d'inattendu. Aux deux extrémités de l'aire se dressent deux petits temples, distants d'environ 140 mètres. Une personne parlant à voix basse dans l'un est entendue distinctement dans l'autre, quel que soit le vent, quelle que soit l'heure. Entre les deux grands murs parallèles, un simple claquement de mains déclenche un train d'écho rapide qui se répète et s'éteigne lentement. Les archéologues qui dégagèrent le terrain dans les années 20 le notèrent. Ils ne l'expliquèrent pas. Pendant longtemps, la discipline classa ces phénomènes parmi les accidents. Cette position a changé, et des mayanistes de premier plan ont depuis réexaminé certains glyphes en y reconnaissant des notations de son et d'écho. Ici, la pierre parle. Ce qu'elle dit de ces bâtisseurs demeure en litige. Entre le 8e et le 10e siècle, le monde maya se défait. Dans les basses terres méridionales, dans les forêts de l'actuel Guatemala et du sud du Mexique, les grandes cités s'éteignent l'une après l'autre. Les chantiers s'arrêtent. Les cours royales cessent de commander des monuments. Les stèles datées, ces piliers gravés qui consignaient les règnes et les cérémonies avec une précision d'archiviste, se raréfient puis disparaissent complètement à la fin du Xe siècle. Des villes de dizaines de milliers d'habitants se vident en quelques générations. La forêt referme les places. Pendant ce temps, à Chichen Itza, on pose de la pierre neuve. C'est le fait qui commande toute la lecture de cette cité. Elle ne s'élève pas malgré l'effondrement de ses voisines. Elle s'élève pendant. Son apogée coïncide avec leur agonie. Les grands ensembles du secteur nord, le temple aux colonnes, le vaste terrain de jeu, la pyramide extérieure qui recouvre les précédentes, appartiennent à ces décennies-là. Une catastrophe régionale balaie une civilisation entière, et un point de cette carte fonctionne à plein régime. L'explication ne se trouve pas dans les temples, elle se trouve sur les routes. Chichen Itza n'était pas une capitale agricole vivant de son arrière-pays, c'était un nœud. Sa richesse venait de sa position sur les circuits d'échange qui reliaient le golfe du Mexique aux côtes de l'Amérique centrale, et de la maîtrise d'une ressource sans équivalent, le sel. Les salines de la côte septentrionale du Yucatan comptaient parmi les plus productives de toute la Mésoamérique. Dans une région chaude, sans conservation par le froid, sans grand élevage, le sel n'est pas un condiment. C'est ce qui permet aux poissons et à la viande de voyager, et donc ce qui permet aux villes de l'intérieur d'exister. Qui contrôle la chaîne qui va des marais salants au marché de l'intérieur détient un pouvoir que ne confère aucune récolte. La cité disposait pour cela d'un port, établi sur un îlot au large du rivage nord, à une centaine de kilomètres de l'esplanade. Les fouilles y ont mis au jour des quais, des entrepôts et un matériel d'importation qui dessine l'ampleur du réseau. Obsidienne des hautes terres guatémaltèques, céramique du Golfe, jade, coquillages, cacao. Des pirogues longeaient la côte, chargées à ras-bord, dans un cabotage qui reliait le Yucatan au Honduras et au-delà. Vers l'intérieur,
Le relais était assuré par un système que la cité a poussé plus loin qu'aucune autre. Les Mayas construisaient des chaussées surélevées, faites d'un blocage de pierre contenu par des murets et couvertes d'un enduit de chaux blanche que l'on nomme Sacbé, la route blanche. Chichen Itza en possédait plus d'une centaine, rayonnant depuis le centre monumental vers les quartiers périphériques et les localités voisines. Les relevés par balayage laser aéroporté, qui déshabillent la forêt et révèlent le relief du sol sous la végétation, en ont ajouté de nouvelles ces dernières années, portant le compte vers 130. Une route blanche, la nuit, sous la lune, renvoie la lumière comme un ruban pâle. Elles étaient conçues pour cela. On circulait après la tombée du jour, à la fraîche, et le sol lui-même servait de lampe. Les mêmes relevés ont conduit, il y a quelques années, à une découverte qui manquait depuis un siècle. Chichen Itza, cité fouillée depuis 100 ans, ne livrait presque rien de la vie de ses habitants. Des temples, des plateformes, des terrains de jeu et pas de maisons. Un ensemble résidentiel a enfin été identifié dans le secteur sud-ouest, avec son arc d'entrée et ses palais, interprétés comme le premier groupe d'habitation où un dirigeant aurait vécu avec l'ensemble de sa famille. La population de la cité à son apogée est estimée autour de 35 000 personnes. Et c'est de ce réseau que vient le fait le plus déconcertant du site. Le Grand Puits du Nord a livré, au fil des dragages, une quantité considérable d'objets en or. Disques martelés portant des scènes de bataille repoussées, pendentifs, grelots, feuilles, masques. Cette accumulation a nourri pendant longtemps l'image d'un trésor maya englouti. Il n'existe pas d'or maya. La péninsule du Yucatan ne possède aucun gisement aurifère. La métallurgie n'y était pas pratiquée. Pas une pépite, pas un atelier, pas une scorie. L'analyse des objets a établi que le métal avait été travaillé loin de là, dans les régions basses de l'Amérique centrale, du côté du Panama, du Costa Rica, de la Colombie, ainsi que dans le centre du Mexique. Chaque pièce d'or déposée dans ce gouffre avait parcouru des centaines, parfois des milliers de kilomètres avant d'y tomber. Le trésor n'est donc pas un trésor local, c'est un relevé de compte. Chaque disque témoigne d'une route ouverte, d'un échange conclu, d'un pèlerin venu de très loin avec ce qu'il possédait de plus précieux. L'or ne dit pas la richesse minérale de Chichen Itza, il dit son rayon d'attraction. Un disque d'or martelé n'a rien de la brillance lisse d'un bijou moderne. La feuille est mince, irrégulière, marquée au dos par les coups qui ont fait saillir le motif au recto. Elle plie sous le pouce. Ces objets étaient faits pour être vus, puis donnés, puis perdus. Voilà ce qui tenait la ville debout pendant que le sud s'effondrait. Non pas une meilleure pluie, non pas une terre plus grasse, mais une économie qui ne dépendait pas seulement du maïs. Un port, un sel, une centaine de routes blanches et un sanctuaire qui faisait venir les hommes avec leurs offrandes. Ce qui rend la suite d'autant plus difficile à comprendre. Une cité qui a traversé la catastrophe qui a emporté ses voisines, qui disposait de réserves, de circuits, d'alliances et d'un prestige religieux à l'échelle du continent, s'est arrêtée elle aussi. Plus tard, mais elle s'est arrêtée. Les chantiers ont cessé, les dates gravées ont cessé, le pouvoir régional est passé à une autre ville. L'horloge tournait toujours, c'est la ville qui s'est arrêtée. En 1862, dans les réserves de l'Académie royale d'histoire de Madrid, un abbé français dépouille des liasses coloniales à la recherche de documents sur le Nouveau Monde. Il exhume une copie abrégée d'un manuscrit rédigé vers le milieu du XVIe siècle par un religieux espagnol qui avait vécu au Yucatan, y avait détruit des livres mayas par centaines, puis, de retour en Espagne et mis en accusation, avait consigné par écrit tout ce qu'il avait observé et tout ce que ses informateurs lui avaient raconté. Ce texte est aujourd'hui l'une des sources majeures de la mayanistique. Il contient le tableau de signes qui servira au déchiffrement. Il contient aussi quelques lignes sur un puits. Le religieux écrivit que les habitants avaient coutume de jeter dans ce gouffre des hommes vivants en offrande à leurs dieux dans les périodes de sécheresse, et qu'il tenait pour acquis que ces hommes ne mourraient pas, bien qu'on ne les revît jamais. Il ajouta qu'on y précipitait quantité d'autres choses de valeur, des pierres précieuses et tout ce que l'on estimait, et affirma que si ce pays avait possédé de l'or, ce puits en aurait contenu la plus grande part. L'abbé publie. Le passage circule. Il est lu.
40 ans plus tard, un Américain le lit avec une attention particulière. Consul de son pays au Yucatan, passionné d'antiquité, il achète l'hacienda sur laquelle se trouvent les ruines. La propriété comprend le gouffre. En 1904, il fait installer sur la berge un portique de bois, une benne preneuse en acier et un treuil à vapeur, et commence à racler le fond. Pendant plus d'un mois, la benne remonte de la vase et des feuilles, rien d'autre. Puis apparaît une masse informe et gluante que personne ne sait identifier. Séchée, mise au feu, elle dégage une fumée parfumée. C'est du copal, la résine que les Mayas brûlaient dans leurs cérémonies. À partir de là, tout remonte. Le chantier est d'une brutalité qu'il faut se représenter. Une mâchoire d'acier de plusieurs centaines de kilos mord au hasard un fond situé une douzaine de mètres sous la surface de l'eau, elle-même à une vingtaine de mètres sous le niveau du sol. Le câble grince, le treuil crache sa vapeur, la benne remonte en cognant contre la paroi, et son contenu est déversé sur la berge en un tas de boue noire que des ouvriers trient à la main sous le soleil. La vase sèche vite et durcit en croûte. Il faut la casser au marteau pour dégager ce qu'elle enferme. Insatisfait du rendement, le consul apprend la plongée. 2 hommes descendent en scaphandre, casque de cuivre vissé sur les épaules, alimenté en air par une pompe manuelle. En bas, l'obscurité est totale. Ils travaillent au toucher, dans une eau à la température du corps, entre des blocs éboulés et des troncs tombés depuis des siècles. Le bilan de ce dragage et des campagnes mexicaines qui suivirent dépasse 30 000 objets. Or et cuivre, jade en quantité, turquoise, obsidienne, céramique, textile, bois sculpté, balles de caoutchouc, encensoirs, blocs de copal encore marqués par les doigts qui les avaient façonnés. Et des ossements humains appartenant à plus de 200 individus. L'eau du gouffre, pauvre en oxygène, avait conservé ce qu'aucun sol n'aurait gardé. Des étoffes tissées, du bois, des fibres, des matières qui pourrissent partout ailleurs en une saison. Les caisses partirent pour un musée universitaire de la côte est des États-Unis. Le gouvernement mexicain, informé plus tard, engagea une action en justice. Une partie des pièces fut restituée à la fin des années 50, une autre au début des années 70. Le reste n'est jamais revenu. Le litige juridique, cependant, n'est pas le préjudice principal. Le préjudice principal est d'un autre ordre, et il est irréversible. Une benne preneuse ne fouille pas, elle prélève. Elle mélange en un seul godet ce que 15 siècles avaient déposé en couches successives. Un objet extrait de cette manière conserve sa forme et perd tout le reste. Sa profondeur, son voisinage, sa date relative, sa relation avec les eaux trouvées à côté. Une archéologue spécialiste du dossier l'a formulé sans détour des décennies plus tard, en soulignant que l'essentiel d'un objet n'est pas son apparence, mais son emplacement exact, et qu'aucune précaution ultérieure ne peut restituer une information détruite à l'extraction. Concrètement, cela signifie que l'on ignore l'ordre. On ne sait pas si les offrandes d'or et les restes humains furent déposés ensemble ou lors d'épisodes séparés par des siècles. On ne sait pas si les dépôts s'intensifièrent pendant les périodes de sécheresse, ce que le texte du XVIe siècle laisse entendre et que la stratigraphie aurait permis de vérifier. Le gouffre détenait une archive climatique et rituelle continue. Elle a été remontée en vrac. Il reste malgré tout 2 acquis solides. Le premier confirme ce qui a déjà été établi sur les circuits d'échange. La provenance lointaine des métaux fait de ce puits le réceptacle d'un rayonnement continental, non d'une richesse locale. Le second est plus dérangeant. Il y a bien des ossements humains, en nombre, d'individus des 2 sexes et de tous âges. La réalité du sacrifice n'est pas en cause. Mais l'image qui s'est imposée dans le public, celle de jeunes filles précipitées dans l'eau verte par des prêtres, ne repose sur aucun élément établi. Elle a été fabriquée au début du XXe siècle, dans les récits des fouilleurs eux-mêmes et dans la presse qui les relayait, parce qu'elle faisait un meilleur récit que des eaux anonymes remontées dans une benne. En 1967, des engins de terrassement aplanissent un terrain à 1 km environ de la pyramide pour y construire une piste d'atterrissage destinée aux visiteurs.
La lame d'un bulldozer accroche une dalle et l'arrache. Sous la dalle s'ouvre un goulot étroit, taillé dans le calcaire. C'est un schultun, l'une de ces citernes en forme de bouteille que l'on creusait sous les cours pour recueillir la pluie. Celle-ci ne contenait pas d'eau. Elle communiquait avec une petite cavité naturelle au plafond bas, et les deux espaces étaient remplis d'ossements. Il s'agissait d'enfants. On en dénombra plus d'une centaine. Le matériel fut recueilli, inventorié, déposé en collection. Et y demeura près de 50 ans, parce que l'archéologie de l'époque ne disposait d'aucun moyen de l'interroger. Des os d'enfants mélangés dans une citerne racontent qu'il y eut des morts. Ils ne disent ni qui, ni pourquoi. Les outils sont arrivés bien plus tard et les résultats ont été publiés dans une grande revue scientifique internationale en juin 2024, au terme d'un travail conduit par une équipe internationale. 64 individus ont livré un génome exploitable. Ils avaient été déposés là sur une durée considérable, s'étendant sur environ 5 siècles, la majorité entre le 9e et le 10e siècle, c'est-à-dire pendant l'apogée de la cité. La plupart avaient entre 3 et 6 ans. Le premier résultat contredit un siècle de récits. Les 64 étaient des garçons. Sans exception. L'image des jeunes filles offertes aux dieux ne survit pas à cette donnée. Elle n'a jamais reposé sur autre chose qu'une supposition du début du XXe siècle, reprise ensuite de livre en livre jusqu'à devenir une évidence que plus personne ne vérifiait. Le deuxième résultat était imprévu. Parmi ces 64 garçons se trouvaient 2 paires de jumeaux monozygotes. Les jumeaux identiques représentent environ 4 naissances sur 1000. En trouver 2 paires dans un ensemble de 64 individus ne relève pas du hasard statistique. À cela s'ajoutent 9 autres couples de proches parents, frères ou demi-frères. Au total, un quart des enfants avaient au moins un parent proche dans la même chambre. L'analyse isotopique de leurs os a montré que ces apparentés avaient consommé une alimentation semblable, ce qui indique qu'ils avaient grandi sous le même toit. Autrement dit, ces enfants n'ont pas été rassemblés au hasard, ils ont été choisis, et le critère de sélection était la parenté. La raison de ce choix se lit dans un livre. Le récit fondateur des Mayas des Hautes-Terres, transcrit en caractères latins au XVIe siècle et publié pour la première fois en Europe par ce même abbé qui avait exhumé le manuscrit de Madrid, s'ouvre sur une histoire de jumeaux. 2 frères descendent dans le monde souterrain, y sont vaincus au jeu de balle par les seigneurs des ténèbres et mis à mort. Les fils de l'un d'eux, jumeaux à leur tour, redescendent, subissent des cycles répétés de mort et de retour et finissent par l'emporter par la ruse. La dualité, le sacrifice et la résurrection y forment un seul motif, et ce motif est omniprésent dans l'art maya classique. Pour les Mayas, les espaces souterrains, grottes, gouffres et citernes constituaient l'entrée du monde souterrain. Déposer dans une cavité des paires de frères et 2 paires de jumeaux identiques revenait à reproduire la structure du récit dans la matière même du paysage. Les chercheurs formulent l'hypothèse avec prudence, mais l'accord entre la génétique, l'archéologie et le texte est difficile à écarter. Il faut dire aussi ce que l'étude n'établit pas. Elle ne dit pas comment ces enfants sont morts. Elle ne dit pas s'ils furent tous tués, ni si certains furent déposés là après une mort ordinaire. Le rythme des dépôts, étalé sur 5 siècles, indique une pratique intermittente, liée à des circonstances que l'on ignore et non un événement unique. L'entrée du Chultun, aujourd'hui, ne paie pas de mine. Une ouverture ronde d'1 mètre à peine, bordée de pierres, au ras d'un sol sec. L'air qui en sort est plus frais de plusieurs degrés que celui de la surface, et l'on sent cette différence dès que l'on approche la main de l'ouverture. Un caillou lâché dedans met un temps déconcertant à toucher le fond. Le troisième résultat de l'étude n'a rien à voir avec le sacrifice, et c'est peut-être le plus important. Les chercheurs ont comparé les génomes anciens à ceux de 68 habitants d'un village maya voisin associé au projet. La continuité est directe. Les descendants de la population qui a bâti Chichén Itzá vivent aujourd'hui à quelques dizaines de kilomètres de l'esplanade. Mieux, la comparaison a révélé dans les populations actuelles des marques de sélection portant sur des gènes de l'immunité, traces biologiques des épidémies qui ont suivi l'arrivée des Européens. Cette précision doit être posée nettement,
Parce qu'une formule circule depuis 2 siècles et qu'elle est fausse. Les Mayas n'ont pas disparu. Des millions de personnes parlent aujourd'hui des langues mayas dans plusieurs pays. Ce qui a pris fin, ce n'est pas un peuple, ce sont des cités. Au pied de la face nord, une ouverture basse s'enfonce dans la masse. C'est un couloir percé dans les années 30 du XXe siècle, à l'époque des grands travaux de dégagement. Il ne mesure guère plus d'1 mètre de large. On y avance courbé, épaules rentrées, dans une chaleur qui monte à mesure que l'on s'éloigne de l'entrée. L'air est saturé d'humidité, les parois suintent. L'odeur est celle de la roche mouillée et de la poussière ancienne, et le bruit des pas s'y écrase sans écho, absorbé par des milliers de tonnes de remblai. Le couloir ne traverse pas la pyramide. Il monte le long d'un escalier. Un escalier extérieur, avec ses marches, sa balustrade, ses angles nets, entièrement enfermés dans l'obscurité. Les bâtisseurs de la pyramide visible n'ont pas rasé celle qui l'a précédée. Ils l'ont enveloppée. C'est un principe de l'architecture mésoaméricaine, et il obéit à une logique religieuse autant que pratique. Un temple ne se remplace pas, il se recouvre. La structure ancienne devient le cœur de la nouvelle, plus vaste, plus haute, sans que la sacralité du lieu soit interrompue. L'édifice croît par enveloppes successives, comme un tronc par cerne. En haut de cet escalier enseveli s'ouvrent 2 salles. Dans la première est couchée une figure de pierre au plateau posé sur le ventre. Dans la seconde se tient l'objet le plus saisissant du site. C'est un trône en forme de jaguar, sculpté d'un seul bloc de calcaire, les pattes repliées, la gueule ouverte, la queue relevée. Il est plus petit qu'on ne l'imagine, à peine 70 centimètres de haut, et il est peint d'un rouge minéral obtenu en mêlant hématite et cinabre, resté d'une intensité que l'obscurité et l'humidité n'ont pas entamée. Les yeux sont 2 demi-sphères de jade poli. Les taches du pelage sont elles aussi des incrustations de jade serties dans la pierre rouge, et les crocs sont taillés dans une coquille marine. À la lumière rasante d'une torche, ces quelques 75 disques verts s'allument séparément, et le fauve paraît bouger. Il attend là depuis plus de 1000 ans, dans une pièce sans fenêtre, au centre d'une montagne artificielle. La première pyramide intérieure ainsi mise au jour s'élève sur une vingtaine de mètres et se rattache au 9e et 10e siècle. Pendant 70 ans, on l'a cru le point de départ de l'histoire de l'édifice. Elle ne l'est pas. Au milieu des années 2010, une équipe de géophysiciens de l'Université nationale mexicaine a appliqué à la masse une technique non destructive appelée tomographie de résistivité électrique en 3 dimensions. Le principe consiste à disposer des centaines d'électrodes autour et sur les terrasses de la structure, à injecter un courant faible et à mesurer la manière dont il circule. La pierre pleine, la maçonnerie de remblai, une cavité vide et une cavité remplie d'eau ne conduisent pas de la même façon. En croisant des milliers de mesures, on reconstitue une image de l'intérieur sans déplacer un seul bloc. Les résultats sont arrivés en 2 temps et les deux ont surpris. Le premier concerne le sous-sol. Sous la pyramide, à quelques mètres de profondeur, l'appareil a détecté une vaste anomalie de faible résistivité, une cavité naturelle partiellement remplie d'eau douce, un cénote. Non pas à proximité, non pas dans le voisinage, mais directement sous l'édifice. Le second concerne l'intérieur. À l'intérieur de la pyramide déjà connue, la tomographie a mis en évidence une 3e structure encore plus ancienne, haute d'une dizaine de mètres, d'environ 23 mètres de côté, surmontée de ce qui paraît être une salle intacte d'environ 3 mètres sous plafond. Sa datation la situe entre le 6e et le 8e siècle. Personne n'y est jamais entré. Personne ne sait ce qu'elle contient. L'ensemble compose une image d'une cohérence remarquable. 3 pyramides emboîtées, chacune enveloppant la précédente. 9 terrasses vers le haut, 9 niveaux du monde souterrain vers le bas. Et au point le plus bas, l'eau, dont la civilisation entière dépendait et dans laquelle elle plaçait l'entrée du royaume des morts. Le temple qui compte les jours du soleil est posé exactement sur un puits caché. La cosmologie maya distingue 3 plans, le ciel, la surface terrestre et le monde souterrain, reliés par un axe. Ici,
L'axe n'est pas une métaphore, c'est une verticale physique, du sanctuaire sommital jusqu'à la nappe d'eau. Reste la salle close. Y accéder par une nouvelle galerie reviendrait à percer 2 pyramides anciennes pour atteindre la troisième, ce qu'aucune autorité patrimoniale n'autorisera. D'où le projet engagé à la toute fin de l'année dernière, qui relève moins de l'archéologie que de la physique des particules. L'Institut national d'anthropologie mexicain, l'Université nationale, plusieurs universités américaines et un grand laboratoire d'accélérateurs ont entrepris d'appliquer à la pyramide la muographie. Les rayons cosmiques qui bombardent en permanence l'atmosphère produisent des particules appelées muons, qui pleuvent sur la surface terrestre par milliers chaque minute et par mètre carré. Ces particules traversent la matière, mais elles y sont absorbées d'autant plus que celle-ci est dense. En plaçant des détecteurs sous une structure et en comptant les muons qui parviennent de chaque direction, on obtient l'équivalent d'une radiographie, où les vides apparaissent comme des zones plus lumineuses. La méthode a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment sur la Grande Pyramide d'Égypte, où elle a révélé des espaces vides que nul n'avait soupçonnés. Le dispositif repose sur 2 détecteurs jumeaux destinés aux galeries de l'édifice. La première étape consiste à retrouver, par cette seule technique, les 2 salles dont on connaît déjà l'existence. Si les chambres du jaguar et de la figure couchée apparaissent nettement sur l'image reconstruite, la méthode sera validée et l'on pourra alors interroger le reste du volume. Parmi les questions figure une hypothèse ancienne, jamais tranchée, selon laquelle l'une des structures internes aurait pu servir de sépulture royale. La pyramide a été mesurée, dessinée, restaurée, photographiée sous tous les angles pendant 1 siècle et demi. Elle est aujourd'hui traversée, à chaque seconde, par des particules venues de l'espace, que des instruments comptent un par un pour dresser la carte de ce qu'elle garde encore. L'instrument de pierre, à son tour, passe sous l'instrument. À 94 km à l'ouest de l'esplanade, sous une colline sans relief, s'ouvre une grotte dont la salle principale forme une voûte large de plusieurs dizaines de mètres. Il y fait sombre, tiède et parfaitement silencieux, à ceci près qu'une goutte tombe, puis une autre. L'eau de pluie a traversé la roche, s'est chargée de calcaire en chemin et vient déposer sur le sol, goutte après goutte, une pellicule minérale d'une finesse extrême. En quelques milliers d'années, ces dépôts ont construit une colonne, une stalagmite ordinaire, de celles que l'on croise par centaines dans le sous-sol du Yucatan. Une équipe de géochimistes l'a sciée dans le sens de la longueur, et cette colonne s'est révélée être un registre. Car les couches ne sont pas identiques. Une saison des pluies abondantes en dépose une épaisse, chargée d'une certaine signature chimique. Une saison sèche en dépose une mince, avec une signature différente. Les strates sont assez nettes pour être comptées une par une, comme les cernes d'un arbre, et assez bien datées par la décroissance de l'uranium pour être rapportées à des années précises du calendrier. Ce que dit cette pierre couvre la période décisive. Entre 871 et 1021, le nord du Yucatan a traversé 8 sécheresses d'au moins 3 années consécutives. La plus longue en a duré 13. Non pas 13 années de moindre pluie, mais 13 saisons humides, défaillantes d'affilée, exactement celles dont dépendait le maïs. Une seconde archive, indépendante, confirme le tableau. Dans un lac salé du centre de la péninsule, l'assèchement fait précipiter du gypse au fond du bassin, et les couches de ce minéral se lisent comme des marques de niveau. Elles s'accumulent aux mêmes époques. Et il existe une troisième archive, celle-là écrite par des hommes. Les Mayas gravaient des dates sur la pierre et ces dates s'arrêtent. À Chichen Itza comme ailleurs, les périodes où la stalagmite enregistre une sécheresse prolongée sont celles où la production d'inscriptions datées cesse. La coïncidence est trop régulière pour être accidentelle. Ce qui ne signifie pas que la ville se vidait à chaque épisode. Cela signifie qu'une cité privée d'eau cesse d'abord de commander des monuments, parce qu'elle a plus urgent à faire. Sur la plateforme calcaire, à la fin d'une saison sèche, la terre rouge se craquelle en plaques qui sonnent sous la semelle. La poussière blanche se dépose sur les feuilles et sur les murs. Les routes surélevées, enduites de chaux, deviennent aveuglantes à midi. Et dans les gouffres, le niveau descend, découvrant sur les parois une bande claire, précise comme un trait de crayon,
qui indique où l'eau se tenait l'année précédente. Le dossier climatique paraît donc clos. Il ne l'est pas, car le même registre minéral contient une donnée qui contrarie l'explication simple. Entre 942 et 1022, les sécheresses se raréfient nettement. 3 épisodes pluriannuels seulement, espacés de plus de 10 ans, entrecoupés de périodes franchement humides. Or, c'est précisément dans cet intervalle plus clément que Chichén Itzá atteint son apogée. Le climat s'améliore, la ville prospère, et c'est après cette embellie qu'elle décline. La chronologie de ce déclin reste d'ailleurs discutée. Certains chercheurs le situent dès le milieu du XIe siècle. D'autres maintiennent que la cité conserve son rang jusqu'aux environs de 1250, date à laquelle la primauté régionale passe sans conteste à une autre ville, plus au sud-ouest, qui fédère les seigneuries du Yucatan derrière ses murailles. Entre les deux hypothèses, 2 siècles d'écart. D'autres facteurs, eux, ne dépendent pas de la pluie. Le premier est politique. Le pouvoir sur la péninsule ne s'évapore pas, il se déplace. Une capitale rivale organise le Nord selon un autre modèle, plus resserré, plus défensif, et les alliances qui faisaient la force de Chichén Itzá se recomposent ailleurs. Une cité qui perd son rôle d'arbitre perd les tribus qui allaient avec. Le second est économique, et il touche au cœur même de ce qui avait fait la fortune du site. Les circuits d'échange mésoaméricains se réorientent progressivement vers le cabotage maritime. Les grandes pirogues longent les côtes, desservent des comptoirs installés au bord de l'eau et court-circuitent les itinéraires terrestres. Une capitale bâtie à l'intérieur des terres, dont toute la puissance reposait sur le contrôle d'un carrefour continental, se retrouve à côté du passage. Sa centaine de routes blanches continue de mener quelque part. Simplement, on ne les emprunte plus autant. Ce qui frappe, dans les décennies qui suivent, c'est que l'abandon n'est jamais total. Les grandes places se taisent, les chantiers ne reprennent pas, la forêt regagne du terrain sur les cours et les terrasses. Mais le grand puits du Nord, lui, continue de recevoir des offrandes. Pendant des siècles après que la cité a cessé d'être une capitale, des hommes font le voyage, descendent la chaussée pavée et jettent dans l'eau verte ce qu'ils ont apporté. Le religieux espagnol qui décrira le gouffre au XVIe siècle écrira que la pratique avait encore cours de son temps, bien après la ruine des palais. Le sanctuaire survit à la ville. En 1533, un capitaine espagnol conduit ses hommes jusqu'à l'esplanade et décide d'y fonder la capitale de la province. Le choix se comprend. Les bâtiments tiennent debout, la pierre est taillée, l'eau est là. Il installe sa garnison entre les temples, baptise l'endroit d'un nom castillan et commence à distribuer les terres. Des chevaux paissent sur la place et la pyramide sert de poste de guet. L'établissement ne passe pas la première année. La résistance maya se resserre autour du camp, coupe les vivres, harcèle sans relâche et les Espagnols évacuent des lieux en abandonnant leur projet de cité. La conquête du Yucatan prendra encore des décennies. Les ruines, elles, retournent au silence. Puis les siècles passent, la forêt s'installe, et l'ombre continue de descendre l'escalier nord chaque printemps devant une esplanade vide. Le retour des hommes est récent. En 1988, le site entre au patrimoine mondial. En 2006, l'ascension de la pyramide est définitivement interdite après la chute mortelle d'une visiteuse dans un escalier dont on a vu qu'il n'a jamais été conçu pour le confort du pied. En 2007, le monument figure parmi les nouvelles merveilles du monde désignées par un vote planétaire. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes franchissent chaque année l'entrée du site, ce qui en fait la zone archéologique la plus visitée du continent américain. Et l'horloge fonctionne toujours. Voilà où mène la question posée au départ. Comment un peuple sans métal, sans roues et sans lunettes astronomiques a-t-il enfermé une année entière dans une montagne de pierre? La réponse tient en 3 éléments, et aucun des 3 n'est un secret perdu. Le premier est la nécessité. Sur une plateforme calcaire sans rivière, où la pluie décide de tout et où la marge d'erreur du semis se compte en jours, savoir précisément où l'on se tient dans l'année n'était pas une élégance de savant. C'était une condition de survie. Les sociétés investissent leur intelligence là où elles risquent leur existence. Le deuxième est l'accumulation.
Aucun astronome de Chichén Itzá n'a mesuré la longueur de l'année solaire. Des générations d'observateurs ont noté, consigné, transmis, et la précision a émergé de la masse des relevés. Ce que l'on prend pour un exploit individuel est le produit d'une institution qui a tenu ses registres pendant des siècles. Le troisième est la conception même de l'édifice. Une horloge mécanique s'arrête parce qu'elle possède des pièces mobiles qui s'usent. Cette horloge-là n'en a aucune. Le seul organe en mouvement est le Soleil, et il n'a pas changé de course. La pyramide ne mesure pas le temps. Elle offre une surface calculée sur laquelle le temps s'inscrit de lui-même. C'est pourquoi 1000 ans d'abandon, 2 effondrements politiques, une conquête et une restauration n'ont rien dérangé. Le 12 février prochain, un premier triangle de lumière apparaîtra en haut de la balustrade septentrionale, comme il l'a fait chaque année depuis que la dernière pierre a été posée. L'ombre est toujours à l'heure. Ce sont les hommes qui ont cessé de la regarder. Reste ce que la science ne tranche pas et qui est peut-être la vraie question de cette histoire. Chichén Itzá a survécu à la catastrophe qui a emporté les cités du Sud. Elle a traversé les sécheresses. Elle a prospéré quand ses voisines mouraient. Elle disposait d'un port, de réserves, d'alliances et d'un sanctuaire connu à l'échelle du continent. Et elle s'est arrêtée tout de même. 3 explications se partagent aujourd'hui le terrain, et chacune compte des chercheurs sérieux parmi ses défenseurs. La première est climatique. Malgré tout son réseau, une cité de 35 000 habitants reste suspendue à la pluie, et 13 saisons sèches consécutives finissent par avoir raison de n'importe quelle réserve. La deuxième est politique. Le pouvoir a changé de main au profit d'une capitale rivale, les alliances se sont défaites, et une ville privée de son rôle d'arbitre perd tout ce qui la nourrissait. La troisième est économique. Le commerce est passé à la mer, les routes terrestres ont perdu leur intérêt, et le carrefour s'est retrouvé à l'écart du chemin. Dites-moi laquelle vous paraît la plus solide. Le ciel, le pouvoir ou le commerce? Écrivez votre choix en commentaire, et dites pourquoi les 2 autres vous convainquent moins. Une précision avant cela, parce qu'une formule circule depuis 2 siècles et qu'elle est inexacte. Les Mayas n'ont pas disparu. Leurs descendants vivent à quelques kilomètres de l'esplanade et parlent aujourd'hui encore leur langue par millions. Ce qui a pris fin, ce ne sont pas des hommes, ce sont des villes. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose, laissez un pouce levé, cela aide vraiment la chaîne à exister. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain bâtiment que nous irons interroger.